Mais enfin, le commerce équitable, moi j'aimerais savoir quand même si le son vous arrive bien. Ah, d'accord, bien, merci beaucoup. Donc voilà, ce qui s'affiche à votre écran, à l'écran chez vous, c'est à peu près le plan sur lequel je vais vous entretenir pendant quelques minutes. Donc le commerce équitable, on va parler du label WFTO, c'est World Trade Organization. Et on va travailler également, on va parler de la place du petit producteur. Mais avant d'aller jusqu'au petit producteur, parce qu'on est tous un peu là, je suppose que ce qu'on m'a dit, c'est que vous, 80% de la salle sont des producteurs, en tout cas ceux qui accompagnent les producteurs ou sont producteurs eux-mêmes, et que invité ici par la puissance du service rendu, l'idée c'est à un moment donné d'amener les petits producteurs aussi à comprendre l'importance pour eux dans leur modèle économique de s'ouvrir sur l'international en termes de commerce équitable, au-delà de s'ouvrir au niveau régional, sous-régional, sur ce qui concerne le commerce international. Donc à partir de là, on peut se dire, afin de pouvoir aborder notre sujet, c'est quoi le commerce équitable? Dans le commerce équitable, où en sommes-nous? C'était le jeu que j'ai lancé tout à l'heure. Vous recevrez le même jeu, les questions-réponses, vous les recevrez par Vivien, par PDF. Par contre, là maintenant, il va falloir que nous parlions des principes et la définition du commerce équitable. Et ensuite, nous allons parler du commerce équitable en chiffres pour voir quelle est sa puissance aujourd'hui. Et enfin, on parlera de ce qu'est le WFTO, et je vous amènerai sur comment on peut faire, comment vous pouvez vous mettre en petit groupe pour réussir une auto-évaluation. Voilà en gros ce dont je vous entretiendrai pendant quelques minutes. L'on m'a donné jusqu'à... Là, il est 14h42. Normalement, j'ai jusqu'à 16h, mais je vais essayer de raccourcir. Il me semble que Vivien sera content qu'on finisse un quart d'heure avant. Donc, en ce qui concerne le commerce équitable, euh, il y a une définition en France qui est considérée comme une définition légale. Cette définition, elle permet du coup de pouvoir cibler de quoi on parle et qui est possiblement acteur de commerce équitable. Donc, il y a une loi qui s'est passée, qui a été votée en 2014 ici en France. Et donc, du coup, on a mis en place les grands principes qui permettraient d'expliquer ou de définir le commerce équitable. Alors, quelle que soit l'origine du produit, hein, cela dit, hein, dans la loi, il est mentionné que le produit vienne des Indes, d'Afrique ou de l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, ou même de la France, du coup, l'ensemble de ces produits doivent respecter des grands principes. Par exemple, le juste prix. Alors, le prix juste le prix est un prix qui est rémunérateur pour le producteur. Je ne vais pas m'attarder, je vais vous faire la liste comme cela, mais après, on va passer très vite à d'autres définitions qui ont un lien avec la valeur. Mais pour qu'un produit soit considéré en France comme équitable, il faut qu'on ait vérifié, pas qu'on ait déclaré, mais qu'on ait vérifié que le prix est juste et rémunérateur pour le producteur. Ça veut dire qu'il gagne de l'argent. Il faut qu'il y ait un partenariat commercial sur une longue durée. Ça veut dire que je peux pas venir en tant qu'un commerçant de tous les jours, atterrir chez vous, prendre 2 tonnes, disparaître et dire que j'ai fait du commerce équitable. Non, il faut qu'il y ait une relation dans le temps avec une relation de partenariat entre le consommateur, le vendeur et le producteur sur de la durée. Il faut également un renforcement des organisations de producteurs. Donc, si le producteur a l'impression, au bout de quelques années de commerce équitable, qu'il recule plutôt que d'avancer, ça veut dire qu'il y a un problème, au moins dans la gouvernance démocratique, sinon dans le choix de ce qui fait priorité dans le commerce qui a cours. Il faut également que le versement d'un montant supplémentaire soit prévu pour financer des projets des dynamiques collectives. En fait, il s'agit ici d'un commerce qui ne va pas s'attarder juste à faire de la plus-value pour celui qui met un bien à disposition ou du gain de la part de celui qui achète. Non, non, il s'agit ici de prévoir dans ce juste prix suffisamment à mettre de côté pour pouvoir animer ou aider ou impulser des projets d'intérêt collectif. Ce même produit est du commerce équitable s'il y a une traçabilité, une transparence totale sur la filière. Entendons par filière, parce qu'on y reviendra, l'ensemble des éléments qui sont posés, l'ensemble des opérations qui rentrent dans la construction d'un produit. Quand on parle d'un produit transformé, par exemple, on dira que la filière, c'est ce qui va de la matière première, la matière récoltée,
jusqu'au produit fini qui est déposé sur les tables ou sur la table du consommateur. L'ensemble de ces opérations, de ces niveaux d'opération, s'appelle une filière. Donc, si on n'a pas la traçabilité sur la filière complète, il sera difficile de qualifier en bout de filière le produit comme étant un produit équitable. Donc, traçabilité, transparence. La sensibilisation des consommateurs. Donc, si jamais je vends, je fais que vendre, je dis rien de ce que je fais, eh bien, il y a un petit problème là pour le commerce équitable parce qu'il faut lever le nez, parler aux consommateurs des enjeux qui ont amené à respecter l'environnement, à produire d'une certaine manière, à ne pas faire n'importe quoi avec les pesticides et tout le reste. Donc, sensibiliser le consommateur rentre dans les principes du commerce équitable sur le mode de production. Parce que ce mode de production est obligatoirement écologique et durable. On pourrait parler d'un septième principe, c'est la valorisation des modes de production respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Ça veut dire que là, on a marqué ici l'agroécologie, mais on pourrait parler de la permaculture, mais on pourrait parler de la biodynamie, on pourrait parler de plusieurs formes de culture qui valorisent des modes de production respectueux de l'environnement. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire d'un point de vue légal. Alors, d'un point de vue légal, voilà ce que c'est le commerce équitable, mais allons-y un peu plus loin. Le commerce équitable, c'est donc une alternative au commerce mondial, puisque les autres, quand je viens acheter, je m'en fiche de savoir où ça a été fabriqué, avec quoi on l'a fait, si on a bien payé celui qui a ramassé, qui a poussé à la brouette jusqu'à la route, ou si on n'a pas, ou si le producteur va cramer ou va mourir demain, je n'ai pas besoin de savoir ça. Je paye, je m'en vais. Ça, c'est le commerce international. Et du coup, dans ce cas-là, je paye au plus bas prix nécessaire pour pouvoir faire le plus de marge possible. C'est contre ce type de commerce international que le commerce équitable est né. Il a été mis en place parce qu'on voulait une alternative à ce commerce qui est aveugle de tout ce qui l'entoure. Aveugle de celui qui produit, aveugle de l'environnement et aveugle de la santé que cela détériore. Et bien à ce moment-là, on s'appuie ici sur des chaînes commerciales courtes. Évidemment, si on doit être transparent, on va pas les questions dans une relation commerciale de s'ouvrir à celui qui achète ou celui qui achète pour consommer directement, ça c'est le plus court, ou alors celui qui achète pour mettre à disposition de celui qui consomme, c'est aussi court. À partir du moment où on a 3, 4, 5, 6 personnes qui achètent pour pour vendre ici, puis l'autre vend là-bas, puis l'autre vend là-bas, avant qu'in fine ça arrive sur celui qui consomme, là on n'est plus sur un circuit court, du coup on n'a pas une chaîne commerciale courte. Donc, il s'agit d'un commerce équitable. Le commerce équitable, il s'agit d'un commerce qui a un circuit court. Il permet aux producteurs et aux productrices de vivre décemment de leur travail et d'être acteurs et actrices de leur modèle de développement. Développement, ça veut dire qu'en fait, au départ, dans l'idée, c'était de dire plutôt que de déverser des sous par les États et que ça n'arrive jamais aux concernés, eh bien, le commerce équitable s'est fondé sur le fait si on accompagne les producteurs à comprendre les enjeux environnementaux, si les choix qu'ils font pour produire sont des choix qui respectent l'environnement et la biodiversité, à ce moment-là, vaut mieux payer directement chez ce producteur-là, qu'il gagne de l'argent, qu'il en vive, pour pouvoir mieux rentrer dans le développement au sens large au niveau local. Donc voilà, si un commerce ne favorise pas le développement local, à la fois une progression, un changement d'échelle des personnes qui produisent, ce n'est pas un commerce équitable. Alors on peut donc dire qu'il s'agit aussi d'un partenariat fondé sur le dialogue, parce qu'on peut difficilement avoir un partenariat long si on ne dialogue pas, sur la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est caché, donc on sait que le producteur doit gagner, donc on doit s'arranger à ce qu'il gagne, donc on va mettre les mots et mettre les prix, ce qu'il faut pour qu'il gagne, par rapport à ce qu'il a dépensé comme énergie et comme coût de revient. Mais aussi le respect. Le respect, peut-être qu'on y reviendra plus loin, mais le respect, c'est hyper important. C'est-à-dire que les décisions ne se prennent pas parce que j'ai l'argent, parce que j'ai le chéquier, c'est moi qui décide de comment tu produis telle chose et quels sont les délais. Non, c'est un respect mutuel, respect de la personne en face, respect de l'environnement, respect des sols. Et donc, c'est tout cela qu'il y a dans le mot respect ici. Donc, il s'agit, je répète, d'un partenariat commercial fondé sur le dialogue, sur la transparence et sur le respect. L'objectif ici est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. On sait que de toute façon, les personnes ont besoin des choses à l'autre bout du monde et d'autres personnes ont ces choses-là de l'autre côté. Et que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il va s'établir un échange. À faire un échange international, tant qu'à faire, il faut que celui-ci soit équitable.
Voilà le sens du commerce équitable. Bien évidemment, c'est parfois un rêve, mais réellement, on a réussi en 50 ans de commerce équitable à installer une relation de confiance avec une série de producteurs. Et cela a réellement existé et continue aujourd'hui à avoir cours. C'est pour ça qu'on va parler maintenant du poids du commerce équitable. Il y a eu donc du travail d'analyse qui a été fait par Commerce Équitable France, qui est une entité qui anime un observatoire du commerce équitable. On peut dire que malgré le fait que la consommation alimentaire a diminué de 4,7% en 2023, ça c'est l'INSEE en France, un organisme statistique qui le dit, malgré cela, on observe que sur la même période, eh bien, les produits issus du commerce équitable poursuivent leur progression. On est à plus 1,8%. 1,8% entre 2022 et 2023. Notons que nous sommes dans les périodes d'après-Covid, où ça a été très compliqué après de trouver des produits, ou même de faire fonctionner le commerce équitable. Ça a commencé à reprendre au milieu 2023, mais les années 2021 et 2022 ont été des années très difficiles. Mais malgré cela, le commerce équitable, en tout cas ceux qui avaient pour souci d'acheter peut-être un petit peu plus cher, mais d'acheter directement aux producteurs et de faire qu'ils en vivent, eh bien, ce commerce-là a progressé pour atteindre 2,118 milliards d'euros de vente. Ce sont des chiffres qui donnent envie. Mais allons-y un peu plus en profondeur. Et on voit qu'en 9 ans, c'est-à-dire sur une période qui couvre 2014 à 2023, on a remarqué que au fur et à mesure que ce temps-là passait, la part des filières internationales dans le commerce équitable a augmenté. On en est aujourd'hui à 63% des ventes du commerce équitable qui concernent les produits venus de l'international. Alors dans l'international, il faut y voir le Mexique, le Pérou, l'Afrique, l'Inde, c'est tout ce beau monde-là, et même une partie de l'Asie du Sud-Est. Donc on a 63% qui viennent de l'international et 37%, ça a remonté. Et en 2014, avant la loi ESS, le commerce équitable ne concernait ESS, c'est économie sociale et solidaire. Hein. Voilà, c'est une économie différente de l'économie de marché. Donc, avant cette loi en 2014, il y a 99% de ce qui était vendu sur le commerce équitable venait de l'international. Mais aujourd'hui, la production française, on a introduit la notion que les circuits courts pouvaient inclure également les producteurs français. Et en introduisant les producteurs français qui font du bio, qui mettent des prix au niveau équitable selon le coût de vie en France, on a remarqué que en 9 ans, on est passé de 1% de la production française dans le commerce équitable à 37%. Mais on reste quand même à l'international avec 63%. Je n'ai pas affiné jusqu'à voir quelle est la part de ce pourcentage qui vient d'Afrique. Mais on va sortir très vite des chiffres parce que le temps passe. Mais ce qui serait intéressant de faire, puisque je ne suis pas avec vous sur place pour monter des petits ateliers, et voilà, la distance nous sépare, et que dans un futur, peut-être que je pourrais venir représenter l'artisan du monde en présentiel, parce que je viens souvent au Bénin. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact du commerce équitable se voit dans le monde entier. Et on peut le voir ici sur cette carte que j'affiche en ce moment. On voit bien que plus de 2700 organisations de production dans le monde, plus de 3 millions de familles et 15 millions de personnes bénéficiaires de relations de commerce équitable. Et ça part du café jusqu'aux produits transformés, la mangue séchée et ainsi de suite. On voit très bien que le commerce équitable est arrivé au bout de 50 ans à couvrir suffisamment des zones sud du monde, parce que c'était ça la question. C'était l'idée de dire que les zones nord du monde ont des besoins, ils ont de l'argent, ils ont surexploité le sous-sol des zones sud du monde et continuent à surexploiter le sous-sol, mais que la pauvreté est très forte sur le terrain, mais que le développement local et durable pouvait être adossé à la façon dont on fait vivre les agriculteurs et les producteurs, les artisans, et ainsi de suite. Et que cette aide qui venait cet appui ou ce soutien qui venait de la part de consommateurs directement et pas de la part de l'État, hein, c'est de la part des Français qui veulent consommer autrement, mais ils vont se mettre dans cette dynamique-là pour que les producteurs sur le terrain puissent monter dans l'économie ou dans le développement autrement que par ce que les États ne font pas avec leur sous-sol. C'est ça l'idée. Et à la sortie, on voit bien que l'impact a poussé un peu loin, mais ça pourrait être encore beaucoup plus loin.
il n'y a que 15 millions de personnes qui bénéficient des retombées. On a 3 millions de familles qui ont été plus ou moins impliquées dans le commerce équitable et 2700 organisations de producteurs de par le monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut, un autre chiffre intéressant, c'est de savoir l'offre du produit alimentaire labellisé commerce équitable poursuit une progression et on est à plus 44% depuis 2020, donc ça monte. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que plus ça va, plus on a quand même de la production du commerce équitable qui est issue de la France et des environs. Et ça, on est aujourd'hui, enfin, juste en 2023, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2024, de l'année dernière, mais jusqu'en 2023, on était à peu près à 2223 références qui venaient plutôt de la France. Alors que nous avions 8758 références. Entendons par référence, ce sont des produits qui sont labellisés commerce équitable. Alors cette notion du label dont je parle à présent, c'est une notion intéressante parce que, rappelez-vous, dans la définition, je disais qu'un commerce équitable, c'est celui pour lequel on a pu vérifier on a pu observer ceci. Alors, on ne fait pas que le dire ou le faire, on le vérifie. Donc, si on le vérifie, ce qu'on met en place, des cahiers de charges, et on met en place des contrôles, on met en place des inspections qui permettent de dire, oui, là, il y a une traçabilité complète. Ici, il y a un problème parce que le producteur, lui, n'en vit pas, ou là, ici, ou ça, voilà. Donc, il faut le regarder, mais pas que le regarder, il faut l'analyser avec les chiffres et toutes les dispositions qui sont mises en place pour que cela se passe. Et donc, voilà, il rentre dans cette notion de labelliser pour que les produits qui ont été observés, regardés, analysés, puissent être identifiés comme étant des produits commerce équitable. Alors, du coup, les labels sont venus de partout. La question qui se pose, c'est quels sont les labels qui marchent aujourd'hui, qui permettent aujourd'hui de façon sûre de dire ce produit est de commerce équitable. C'est une vraie question parce que si un petit producteur essaie de venir sur le commerce équitable, les besoins peuvent être énormes selon son produit, et il peut ne pas avoir les stocks nécessaires, mais au-delà de ce problème de stock, ce n'est pas le seul problème qu'il a. Il a aussi le problème d'être repéré par les comptoirs de commerce international comme étant, ces produits comme étant équitables. Pour qu'ils soient repérés comme étant équitables, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre façon que d'avoir eu ou de travailler sous label pour des organismes qui ont mis en place des systèmes nécessaires pour cela. Et donc, il y en a qui ont une double labellisation. Ce qui est recherché en France, en tout cas, c'est une double labellisation. À l'international aussi, on commence à le demander fortement. La labellisation, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 5 ans, la labellisation commerce équitable n'était pas obligée d'être une labellisation bio ou bien d'agriculture agroécologique. Non. Il fallait juste avoir de la transparence, du juste prix, respecter les sols et ne pas les détruire, et mettre en place une relation partenariale sur du long terme et que le prix soit le juste prix pour que l'autre en vive. C'était suffisant. On n'avait pas besoin d'aller sur le label AB, sur le label Ecocer, on n'avait pas besoin de cette double labellisation. C'est arrivé à la mode parce que justement, les croisements de marché ont fait que si on labellise en commerce équitable quelque chose qui détruit la nature, alors que par ailleurs, il y a une labellisation qui affirme et atteste que la nature est préservée par le mode de production, ce serait dommage qu'on ait des produits qui passent entre les mailles et c'est ainsi qu'on est arrivé à la double labellisation. La double labellisation, ça fait on peut à la fois travailler la labellisation commerce équitable et être refusé sur un comptoir de commerce équitable parce que finalement, on n'est pas allé assez loin dans le respect des sols, dans le respect de la biodiversité ou dans le respect des écosystèmes autour du lieu de production, de l'environnement. Donc, il est important de comprendre cette notion de double labellisation. Même si aujourd'hui, on a des labellisations bio, c'est-à-dire agriculture biologique, c'est ça que ça veut dire. Même si aujourd'hui, nous avons des certificateurs africains qui peuvent le faire. Même si aujourd'hui, on a également la plateforme du commerce équitable qui est au Kenya et qui s'occupe de l'Afrique. Malgré tout cela, l'accès à ces labels est tout aussi compliqué pour les petits producteurs. Et les petits producteurs, qu'est-ce qu'on appelle petits producteurs? Ça, c'est important à savoir. En sachant que lorsque nous avons des tonnes et des tonnes de choses qui sont vendues dans le monde, le petit producteur reste celui qui a une production à taille familiale, qui n'est peut-être pas capable tout seul de remplir un marché selon un besoin qui est donné. C'est un producteur qui n'a pas des gros volumes
Et d'ailleurs, dans la recherche de l'agroécologie, ce qui est conseillé, c'est d'avoir des petits producteurs, en tout cas une agriculture familiale qui respecte les sols, qui est à taille humaine et qui évite donc d'utiliser de la mécanisation qui compacte le sol, qui va éviter toutes ces choses, les pesticides et tout le reste. Et si on en est là, et qu'on est un petit producteur, ça fait l'effet boomerang. Les petits producteurs qui ont été les premiers à arriver sur le commerce équitable se sont montés en coopérative, ont grossi et fournissent des tonnes et des tonnes parce que c'est devenu huilé. Du coup, c'est posé ce que les effets de seuil habituels. C'est-à-dire que les premiers occupants occupent la place et puis les autres peuvent plus rentrer. La difficulté aujourd'hui pour les producteurs jeunes qui font un retour à leur terre, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas la taille critique nécessaire pour fournir le besoin. Ils n'ont pas le financement nécessaire pour mettre en place tout le travail à mettre en place en amont pour être labellisés à leur propre titre. Et il devient de plus en plus difficile dans nos pays en Afrique de travailler en coopérative et de travailler plutôt dans la coopération économique. On est plutôt dans la compétition et ça n'arrange rien. Donc voilà la difficulté. Donc je vous ai parlé du commerce équitable, ce qu'il porte comme principe. Je vous parlerai des valeurs plus loin. Je vous ai parlé du commerce équitable également en termes de poids, en disant qu'il continue à monter, même si les produits alimentaires diminuent, sachant que ça concerne quand même les produits artisanaux, ça concerne le tourisme équitable, ça concerne les produits agricoles directement récoltés, les produits agricoles transformés, ainsi de suite. Et donc, maintenant, je vous ai parlé du label, de l'importance de labelliser parce qu'il faut qu'on reconnaisse ceux qui ont suivi tout le cheminement nécessaire. Et il y a un cheminement pour être labellisé. Donc, il y a ce qu'on appelle un système de garantie qui n'est posé que parce qu'on a fait les vérifications. Pourquoi je vous parle de système de garantie? Je vous en parle parce que c'est précisément comme ça que le WFTO, qui est le label le plus connu, le plus vieux label en gros, parce qu'il a été créé il y a bien longtemps maintenant, en 1989, et il a été mis en place, cette organisation mondiale, WFTO, je vous l'ai dit, World Fair Trade Organization. C'est donc cette organisation qui est aux Pays-Bas, hein, et qui aujourd'hui réunit les pionniers du commerce équitable. Parmi les pionniers, il y a Mars Havelaar, il y a Artisans du Monde, il y a tout ce beau monde-là. Et donc, elle est composée d'une association du coup de 350 structures qui œuvrent dans plus de 70 pays. Le réseau est majoritairement, on peut dire que le réseau est majoritairement composé des groupements d'artisans. Mais dans artisans, ce n'est plus artisans comme on pouvait l'avoir au Sénégal ou bien en Indonésie avec des personnes qui faisaient des petites sacs, les sacoches, les chapeaux. Mais on a de l'artisanat également dans la mini-industrie agroalimentaire, hein. Parce que l'agroalimentaire, c'est une grosse industrie qui est souvent connectée à l'agriculture conventionnelle pesticidée avec des OGM. Mais il existe quand même de la mini-transformation à taille humaine qui fait également de l'artisanat de ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié par les consommateurs qui veulent bien se mettre dans la dynamique du commerce équitable. Donc là, je vous parle en ce moment du label WFTO. Et aujourd'hui, pour vendre sur le commerce équitable, sur les comptoirs de commerce équitable, il faut au moins, soit à son titre personnel, avoir atteint ce label WFTO, à un niveau ou à un autre. Il y a le niveau de celui qui produit, il y a le niveau de celui qui ne fait qu'acheter pour revendre, il y a le niveau de celui qui achète, qui transforme pour vendre, comme les restaurateurs. Il y a plusieurs niveaux de labellisation et ce niveau de labellisation ont des garanties de sécurité ou des systèmes de garantie différents. Mais il faut au moins avoir été labellisé pour rentrer sur le commerce équitable. Du coup, il faut avoir une certaine taille critique et une connaissance des différentes opérations, des différentes étapes pour pouvoir le faire. Et du coup, ça fait le chien qui se mord la queue. Et donc, c'est pour ça que nous mettons en place des ateliers en tant qu'artisans du monde ici en France, mais nous mettons ces ateliers en place à destination des Africains qui représentent des producteurs d'Afrique. On a ici un certain nombre d'associations, aujourd'hui membres de l'Artisan du Monde, qui représentent des producteurs dans le village au Kenya, ou dans le village du café, ou de la mangue, ou du miel, ainsi de suite, au sein de Artisans du Monde Paris. Et le Paris comprend, qui n'est pas le Paris de la Fédération Artisans du Monde, qui travaille un peu sur une grosse plateforme avec Solidar Monde. Mais nous prenons le pari politique de dire, voilà, il y a des petits producteurs qui arrivent par céder au commerce international,
équitable, eh bien, nous allons accompagner ceux qui les représentent, qui sont en lien avec eux, qui font venir leurs produits ici. Nous allons les accompagner à comprendre le système, puis ensuite à commencer déjà les étapes par eux-mêmes au niveau du producteur, puis enfin à se regrouper en mini-coopératives gérables pour pouvoir être labellisés ensemble, parce que ça a un coût. Donc voilà en gros la philosophie que nous avons. Alors c'est quoi être labellisé WFTO? Alors, c'est un processus de contrôle sous GS. Alors le GS, c'est comme j'ai dit, hein, c'est Guarantee System, c'est un système de garantie qui a été mis en place par des organisations pionnières dans le commerce équitable. C'est une double évaluation, une évaluation interne par soi-même avec des outils qui permet à chaque producteur ou à chaque groupe de producteurs de regarder de près, c'est comme ça que ça se faisait dès le départ, quelles sont les étapes qui sont mises en place et les codifier de manière à ce que ce soit transparent, lisible, qu'on sache où il prend la matière première quand il récolte, dans quel milieu naturel il les transforme, quels sont comment il gère la main-d'œuvre qu'il a. Est-ce que finalement ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont respectés dans leur personnalité? Est-ce qu'ils sont humanisés dans leur façon de travailler ou dans leur relation de travail? Voilà, ces choses-là, ça se lit sous des grilles bien précises. Donc il y a une première partie qui est une auto-évaluation d'une entité ou d'un groupe d'entités qui se constitue. Et à partir de ce moment-là, un premier gap, une première garantie, un premier système de garantie est passé. Ensuite, on s'ouvre sur une audit externe, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir, parce qu'il a des connaissances de ce dont on parle, qu'il a des outils nécessaires pour observer, pour noter, pour codifier également, pour montrer que, en fait, de l'extérieur, nous voyons les efforts que vous avez dit avoir fait. Donc, ça fait une double labellisation, c'est ça qu'on appelle le GS, le Guarantee System. Et donc, à partir de là, la fréquence est strictement connectée à l'évaluation de sa catégorie de risque. Donc, selon le risque que vous choisissez, est-ce que c'est le risque de celui qui vend directement le produit? C'est un risque faible? Quel est le risque qu'on a que des pratiques ou des productions soient perdues en route et soient pas humains? Voilà, c'est soit, on va dire, avilissant ou en aliénation de droit. Et bien, à ce moment-là, selon qu'on est sur un risque faible, moyen ou élevé, eh bien c'est vrai que alors selon les cas et selon le niveau où on met sa labellisation, on peut faire on peut faire une audit externe une seule fois ou deux fois ou trois fois. Donc avec des dates bien précises selon le cas. Alors, cette répartition est faite en fonction de la complexité, de l'échelle et du contrôle de leurs opérations et suivant qu'ils utilisent ou non le label FWFTO sur leurs produits. Donc, on sait aussi que le niveau faible, moyen et tout ça, si vous faites un produit équitable, que ce que vous visez, vous, c'est quelqu'un qui va acheter pour transformer. Vous n'avez pas forcément besoin que le client en bout de piste sache ce que vous avez fait. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir WFTO sur votre produit. Vous êtes labellisé, mais vous n'utilisez pas WFTO de manière commerciale. Vous l'utilisez juste pour votre propre client qui lui est labellisé de ce niveau-là. À ce moment-là, c'est un autre type de garantie qui rentre en ligne de compte. Donc, tout ça a été codifié, mais je peux pas tout vous dire là. Mais sachez que lorsque vous décidez d'être labellisé WFTO, ça passe d'abord par un travail interne à plusieurs ou tout seul. Première évaluation, nous avons des outils pour cela. Artisans du Monde a produit pour ceux de France, mais on peut l'adapter. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans sa production, dans sa chaîne de production, dans sa filière de production pour arriver à aller titiller le label. Et deuxième chose, on doit pouvoir avoir le regard extérieur d'un audit extérieur. Du coup, je vous ai parlé de ça. Le GS, c'est un système de garantie qui est conçu pour vérifier qu'une entreprise, ça c'est pour clôture, en conclusion de ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est pour vérifier qu'une entreprise est guidée par sa mission, axée sur les intérêts de ses travailleurs et de ses producteurs, la protection de l'environnement, et que celle-ci est représentée et facilitée par la gouvernance et les pratiques de l'entreprise. Ça, c'est la lecture de ce qu'est un GS vu d'un point de vue de WFTO, c'est-à-dire World Fair Trade Organization. Ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce équitable. Alors, le moment est venu pour moi de vous parler de comment on arrive à le faire. Est-ce que c'est facile de le faire? Moi, j'ai envie, autant vous dire que c'est toujours mieux d'être à plusieurs pour commencer à s'attaquer à un label. Alors,
moi, je sais que votre présence à cette conférence n'est pas forcément pour que demain matin, vous ayez des clients qui arrivent. Mais pourquoi pas? Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez compris que ça ne se passe pas en claquant des doigts. Ça, c'est une première chose. Que c'est accessible. Donc, ce n'est pas inaccessible comme les gens le pensent. Et ensuite, qu'il faut avoir de la méthode. Accepter de coopérer économiquement plutôt que de compétir. Donc, ça veut dire que je peux être un producteur de miel. Je rencontre l'autre producteur de miel. Au lieu d'être en lutte contre lui, eh bien, je coopère avec lui pour qu'on se fasse labelliser tous les deux. Parce on peut assurer, affirmer, et je le dis en connaissance de cause, parce que nous avons des apiculteurs au Bénin et au Togo, on peut assurer et affirmer que même si on prenait tout le miel des deux pays, il y aurait preneurs dans le monde sur le commerce équitable. Donc il n'y a pas de quoi se compétir, se taper les uns dans l'autre. Il y a de quoi coopérer et essayer de trouver les voies et moyens pour que les coûts soient faibles, qu'on s'améliore ensemble et qu'en fin de compte, on arrive à sortir nos produits, peut-être à changer d'échelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut réussir son auto-évaluation, mais on peut le faire seul si on est assez fort, mais on peut le faire aussi à plusieurs, c'est toujours mieux. Et pour réussir son auto-évaluation, j'avais prévu un petit temps d'atelier avec vous, mais vous êtes loin. Ça peut être très compliqué avec le numérique. Mais quand je viendrai sur place, on pourra faire un petit atelier et se mettre 3 par 3. C'est ce que j'avais prévu. 3 producteurs par 3 producteurs. Et imaginer ensemble, en prenant la liste, j'ai un tableau pour ça, en prenant la liste de toutes les étapes pour se labelliser, regarder quand on doit faire une auto-évaluation avant un regard extérieur, quelles sont les choses à mettre en place, comment on peut les mettre en place, réfléchir ensemble. Est-ce une étagère, est-ce une bibliothèque avec des trucs bien classés, est-ce que c'est des process qui sont marqués par écrit, est-ce que ces process en contenu existent, chez toi tu fais comment, chez moi je fais comment, c'est ouvrir un minimum, ça on veut travailler ensemble le cheminement vers le label, c'est d'ouvrir un peu et s'informer ensemble pour pouvoir arriver à se les faciliter ensemble. Donc se mettre à 3, y réfléchir ensemble, imaginez qu'on est en équipe projet dans sa propre structure et être à 3 là avec les autres, choisir un produit phare parce qu'on ne labellise pas non plus tous les produits, on pourrait, mais ça demanderait un effort ou une énergie incommensurable. Donc le mieux ce serait ici de dire voilà, nous avons 2 ou 3 produits phares. Ces produits-là, on sait qu'à l'international, ça prend, il y a un marché. Alors, pour rentrer sur le commerce international équitable, il va falloir qu'on les labellise, ces produits-là. Ben, il y a toi, vous faites un produit, venez, on voit ensemble. Alors, c'est quoi ces produits? On les met sur la table. Est-ce de la mangue séchée? Parlons-en. C'est quoi les process? Comment on arrive à ci ou ça? Ceux qui travaillent là, combien on les paye-t-on? C'est quoi le SMIC dans le pays? Le niveau de vie, il en est où? Est-ce que réellement ils en vivent? Dans quel état ils sont? Qu'est-ce qu'on a mis en place comme canaux de communication pour qu'ils comprennent ce qu'ils font là, combien on doit produire, qu'on ne rigole pas dessus, tout va comme on sait faire. C'est ça aussi, c'est essayer de mettre de la valeur ou des valeurs dans la production agricole. Troisième chose dans un atelier, vous pouvez réfléchir, c'est réfléchissez collectivement aux actions à mener à chaque étape. Parce que quand on vous dit, par exemple, alors si je vous affiche, bah, je vous l'afficherai après. L'évaluation telle qu'on l'a fait ici, il y a des étapes. Donc, si vous dites, par exemple, chez nous ici, nous respectons les normes d'hygiène et de respect de l'environnement dans ce que nous mettons dans la transformation, mettons de l'ananas en jus d'ananas. Bah, il faut que dans le process que vous allez mettre par écrit et qui sera vérifiable point par point sur le terrain, que vous fassiez opération 1, nous faisons ceci. Voici les attaques possibles pour l'environnement, c'est traité. Voici les attaques possibles contre le bien-être des salariés, c'est traité par telle mesure. Voici, voilà. C'est ça, réfléchir collectivement aux actions à mener quand elles ne le sont pas déjà. En général, elles le sont. Mais si elles ne le sont pas, on met en place ces actions pour pouvoir le valider et cocher. Donc ensuite, on se projette dans un calendrier. Ça, c'était l'atelier. Hein. Dans l'atelier, on dit, sur cette étape, il y a telles actions. On est d'accord. Sur telles étapes, il y a telles actions. On est d'accord. Moi, je suis fort ici, toi, tu es fort là. Comment tu es arrivé? J'ai mis ici, j'ai mis ça. Voilà. On arrange ça. Puis ensuite, on se dit, bon, si nous voulons nous labelliser ensemble, à hauteur de combien de temps nous prenons les dispositions nécessaires pour faire venir un évaluateur extérieur, un expert.
Et donc, vous vous dites, c'est dans 5 ans, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans ou dans 8 mois. Ça dépend de où vous en êtes dans les critères qui sont demandés. Donc voilà, ça c'est une partie qui a été prévue à travailler avec vous en atelier. Je le fais souvent en atelier. C'est plus simple pour vous de visualiser sur un produit précis qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, maintenant, on sort de tout ça. C'est quoi les valeurs portées par Artisans du Monde, point de vue commerce équitable? C'est important de parler de valeurs parce que c'est à partir des valeurs que des gens se sont dit on va payer plus cher si ça et ça sont respectés. On va payer plus cher. Pourquoi? Parce que pour les respecter, eh ben, ça coûte de l'énergie, du temps, et le temps, c'est l'argent. Et du coup, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer, il faut de l'argent pour se labelliser. Mais c'est l'argent investi qui permettra également d'avoir un marché qui vous permette que votre production vous fasse vivre et ne soit pas au rabais. Alors j'affiche ici du coup le commerce équitable tel que nous souhaitons à Artisans du Monde les voir évoluer en termes de valeur. En fait, il faut le droit des peuples à l'autodétermination. En gros, si vous avez des personnes dans des pays où il y a de fortes dictatures et où les gens sont embastillés et mis en prison, il est très difficile que le commerce équitable s'épanouisse dans un tel pays. Ça peut arriver que de temps en temps, dans les villages, on trouve des îlots, des gens qui font autrement. Mais en tout cas, en général, quand le climat politique est malsain, il est souvent très difficile de respecter cette caractéristique-là. Et on peut l'entrevoir également dans la gouvernance qui est posée chez le producteur ou dans dans le groupe de producteurs. Quand on parle de gouvernance, c'est l'ensemble des dispositions qui sont prises pour que des instructions, des consignes soient passées, respectées et arriver jusqu'à la réalisation. C'est ça la gouvernance, donner un cap, dire comment y arriver et mettre en place les éléments pour y arriver. Et donc, c'est la prise de décision, comment on l'organise, le conflit, comment on le gère, la co-construction existe-t-elle? Voilà autant de choses qui rentrent dans la gouvernance d'une structure ou d'un groupe de structures. On peut également parler on peut également parler de. Alors, il y a un élément qui me tient à cœur, c'est l'anticolonialiste. Alors, moi, je parle de l'anticolonialité, c'est-à-dire l'idée de dire que le monde est occidentalo-centré et que ce qui vient de l'Occident, c'est ça qui est. Donc, il faut lutter contre ça avec une force et mettre en valeur également les pratiques locales qui sont en respect de la biodiversité et l'estampiler comme tel. Je sais qu'au Bénin, il y a beaucoup d'efforts qui est fait d'ailleurs, notamment avec l'association Grabe Bénin qui repart dans les semences anciennes. Il y a aussi Azigba au Togo à côté, qui devait se connecter là, qui repart rechercher les graines anciennes qui ont la mémoire du sol et qui essaie de mettre en place les méthodes anciennes qui sont en étroite cohérence avec le respect de l'environnement, des sols et de la biodiversité. Donc voilà, ça c'est une grosse valeur chez Artisans du Monde. L'autre valeur, c'est tout ce qui concerne la puissance économique. Être puissant à écraser tout le monde et croquer le plus gros qui croque le plus petit. Devenir une multinationale, si c'est ça qu'on vise, le commerce équitable n'est pas le bon endroit. Par contre, le commerce équitable est le bon endroit si on veut produire sainement, en vivre et mener une vie équitable et normale, sans chercher forcément à détruire l'autre à côté, mais coopérer avec. Et si on en a plus, on en a plus. Celui qui travaille plus doit avoir plus, c'est sûr. Hein, si vous avez plus de rentabilité parce que votre terre est plus fertile que le voisin, vous n'allez pas en pleurer, quoi. Mais par contre, vous n'allez pas en profiter pour lui acheter son champ et l'envoyer faire la moto. C'est ça que ça veut dire, hein, concrètement, parce qu'on voit ça souvent. J'ai la puissance de travail, donc l'autre qui n'a pas la puissance de travail, j'ai besoin des terres, je lui prends sa terre, j'ai un marché de dupes, puis il s'en va faire la moto, le Nzem, là-bas en centre-ville à Cotonou, et moi je fais sa terre et j'en profite. C'est la question du plus grand qui écrase, qui croque le plus petit. Et ça, c'est en commerce équitable. Chez nous, artisans du monde, ce genre de choses est regardé. Alors, on a aussi pour l'égalité des genres. Bon, il y a la question de dire les femmes, c'est à la cuisine et elles doivent porter tous les fagots de bois et la houe et tout. L'homme vient quand il peut couper 2 troncs, c'est bien, c'est lui. Il a le beau rôle. Une fois qu'il a coupé un tronc d'arbre, il se met sous la paille et il attend le café, il attend tout, quoi. Donc, du coup, ces choses sont des choses à penser. Quelle est la place de la femme dans la production agricole? Ici, c'est pas une question d'aller dans les familles faire du flicage. Non, non, il est question dans l'acte de production sur un champ.
qui fait quoi, est-ce entendu et les process sont-ils clairs? Est-ce qu'il y a un respect de la personne humaine, qu'elle soit une femme ou un homme? C'est ça qui est recherché ici dans cette logique de valeur-là. Et donc, alors, alors, on peut appeler ça comme on veut dans nos pays, c'est compliqué quand on parle de féminisme. Mais le féminisme africain, subsaharien, tel qu'à Terre Afrique, en tout cas, nous le portons, il ne s'agit pas ici d'aller rentrer dans les mœurs et coutumes, ça on pourrait, mais dans le commerce équitable, il s'agit de l'acte de production. Dans l'acte de production, dans la relation entre celui qui a les terres, que ce soit une femme qui a les terres et qui utilise la main-d'œuvre humaine, des hommes, ou que ce soit les hommes qui ont les terres et qui utilisent la main-d'œuvre humaine des femmes et des hommes, c'est quoi la place des femmes, c'est quoi la place des hommes dans cette production-là? Est-elle équitable? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est soumise ou sous domination masculine parce qu'on est dans une culture qui le veut? Qu'elle le soit à la maison ou qu'elle le soit dans la rue, ça c'est l'acte de production, commerce équitable est là pour vérifier que dans l'acte de production, le bien qui va être qualifié d'équitable l'est vraiment. Donc, on lutte pour le climat et la terre. Bon, ça, je l'ai dit plusieurs fois. C'est quelque chose qu'on regarde de près. Protéger les sols, les régénérer et puis respecter la biodiversité en lien direct avec l'alimentation et l'autre biodiversité qui est tout simplement les animaux autour. Bien sûr, ça pose la question de la protection de nos cultures, ça pose la question de la non-utilisation de quelques produits que ce soit qui puissent être dangereux pour la biodiversité, en sachant que nous commençons en Afrique à perdre des cheptels d'abeilles parce que justement il y a eu cette intrusion de pesticides qui n'étaient pas dans nos habitudes d'agriculture il y a juste un petit siècle derrière. Donc il est question ici de retrouver, de renouer avec les sols, de comprendre ce qui se passe dans le sol. D'ailleurs, Terre Afrique a mis en place une série de vidéos qu'on va publier un peu plus largement bientôt pour repartir du sol et expliquer ce qui se passe dans le sol ensemble, dans nos sols, comment elles arrivent à être érodées si jamais on n'y prend pas garde. Quand elles ne sont plus fertiles, comment on fait pour qu'elles redeviennent fertiles? Comment causer avec son sol en causant avec toute la biodiversité qui est dans le sol et hors sol. Nous sommes en train de faire des vidéos là-dessus. C'est important à Artisans du Monde de respecter le sol, de respecter l'environnement des écosystèmes, toutes les biodiversités à l'extérieur, parce que c'est un ensemble, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que nous puissions vivre sur notre planète Terre. Donc ça fait partie des valeurs qui sont ici prises en compte chez Terre Afrique, mais chez Artisans du Monde. Alors, je vous mets un petit tableau ici vite fait, parce qu'au-delà des valeurs, ça induit directement également des principes et des choses sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer, des choses concrètes. Par exemple, lorsqu'on parle d'éducation citoyenne, lorsque je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on utilise la main-d'œuvre humaine, est-ce qu'on la traite comme un humain? Est-ce que sa voix compte? Quelles sont les conditions qu'on a mises sur place dans sa production pour informer et former les personnes avec qui on travaille? Donc, information, mobilisation, c'est quelque chose d'important dans le commerce équitable vu par Artisans du Monde. C'est important lors de l'évaluation de pouvoir vérifier qu'on a mis ce qu'il faut en place. Qu'on a mis ce qu'il faut en place en termes de respect de la biodiversité et des ressources naturelles. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est des actions concrètes. Par exemple, protéger son champ pour ne pas avoir à tuer le renard, enfin, il n'y a pas le renard, à tuer, mettons, le sanglier ou toute autre bête qui pourrait venir s'attaquer à nos champs pour éviter qu'il y ait des vaches ou des bœufs pour ceux qui sont nomades qui viennent tout détruire. Donc, régler ce problème d'une certaine manière pour qu'il ne devienne pas un problème de conflit humain non soluble. Donc, quand on parle de respect de la biodiversité, ça ne veut pas dire que toutes les biodiversités ne veulent que du bien dans la production agricole. Mais il faut trouver des solutions qui soient pas des solutions conflictuelles. Donc, on a par exemple, quand on parle de ressources naturelles, comment gère-t-on l'eau sur notre territoire? Est-ce qu'on pompe tout dans la nappe phréatique et le voisin n'a rien parce qu'on a les moyens de mettre des pompes? Est-ce qu'on mutualise les sources d'eau quand il y a un bassin versant? Donc voilà autant de choses qu'il faut. Et ce sont des choses qui peuvent être questionnées lorsqu'on est producteur. Quand on manque d'eau, en général, on se met ensemble pour trouver la solution. Quand on a plein d'eau, on oublie qu'on peut en pomper et que l'autre en manque. Donc il y a des choses aujourd'hui des connaissances existent sur comment gérer de façon communautaire une source d'eau de manière à ce qu'elle donne à boire pour l'eau potable, mais aussi à irriguer pour ses propres champs. Ce sont des choses qui sont possibles. Il y a aussi la question sociale, c'est la question du respect dont je parlais.
il y a des conventions qui existent à l'Organisation internationale du travail, hein, comme par exemple les enfants, est-ce qu'ils sont sur les champs? Le travail des enfants est interdit formellement, donc le commerce équitable sur les comptoirs internationaux ne vont jamais acheter des produits quand ils savent que c'est des enfants de 5 à 6, 8 ans qui, après l'école, ou n'y vont même pas à l'école et sont en train de faire les champs. Donc ce sont autant de choses qu'il faut vérifier, et ça se vérifie pas juste en écrivant, parce qu'on vient voir de façon inopinée des fois. Alors, et puis il y a les besoins sociaux de base qu'il faut accorder, je l'ai parlé. Ça revient souvent à l'aspect humain, hein. Donc, et puis il y a le juste prix, le préfinancement, la relation longue durée pour la transparence, ça c'est le côté économique. Vous voyez ici que dans le commerce équitable, il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect social, et puis il y a l'aspect solidaire. L'aspect solidaire, je vous l'ai dit plus haut, hein, c'est lorsqu'on participe on participe au développement local, on met un peu d'argent de côté sur la marge qu'on a mis sur le prix du produit pour impulser des projets au niveau local, dans les niveaux locaux, dans les quartiers et les villages. S'il y a un endroit où il faut mettre un forage partagé, il faut de l'argent. Peut-être que si c'est un lieu où il y a le commerce équitable qui se passe, il y aura une petite caisse qui aura été prévue pour ça. On a des caisses de solidarité qui sont parfois achalandées de cette manière-là. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle justement l'aspect social du projet du commerce équitable. Il y a l'autonomie, et l'autonomie, c'est ce qu'on appelle l'empouvoirment ou l'empowerment en anglais. L'autonomie, c'est la participation aux décisions, renforcer les organisations, préserver les savoir-faire culturels. C'est simple, c'est vraiment aussi simple que ça, mais alors pour mettre ça en route, il faut vouloir, hein. Il faut vouloir lâcher de l'information, lâcher de la connaissance, donner, et ça c'est important. C'est-à-dire que si vous avez des travailleurs, des femmes et des hommes qui travaillent avec vous sur une parcelle de terre pour produire, s'il faut ces hommes et ces femmes ont aussi des lopins de terre familiaux et qu'ils seraient bien contents de mettre en pratique dans leurs lopins de terre familiaux les choses que vous connaissez ou que vous avez un agronome qui connaît et qui leur dit de faire. Peut-être ça serait pas mal de produire des petits modules où vous transférez la connaissance théorique, vous aidez à comprendre pour que ces personnes soient autonomes, peu importe si elles vont produire et quitter vos champs. Peu importe ça, c'est pas la préoccupation. D'ailleurs, par expérience, les travailleurs à qui on montre comment ça marche, pourquoi on fait telle chose et pas telle chose, ne partent pas. Parce qu'en général, dans l'esprit équitable, on intègre leur production par ailleurs sur la production globale. Donc l'idée ici, c'est de rendre les gens plus autonomes que juste être là à travailler comme un âne et ne plus savoir après comment bouger. C'est renforcer également les organisations. Si vous êtes plusieurs organisations à travailler ensemble, c'est comment est-ce que chaque organisation prend aussi sa part dans les connaissances, dans la prise de décision, dans les évolutions qui sont en cours sur la production agricole. Donc voilà, c'est tout ça. Donc je voulais vous dire toutes ces choses parce que ce qu'on appelle petit producteur peut devenir un très grand producteur très vite. Les changements d'échelle existent. Mais en fait, si ce changement d'échelle est porté ensemble collectivement, il y a moyen que ce ne soit pas délétère, que ce ne soit pas conflictuel, que ça ne soit pas néfaste ou nocif pour l'environnement. Et il est important de se dire que vous qui produisez, nous qui sommes ici, artisans du monde, en tout cas artisans du monde de Paris, nous avons à cœur que les petits producteurs puissent, en ayant compris tout le système, tout le circuit, puissent accepter de coopérer ensemble pour pouvoir rentrer sur les labels, parce que c'est par le label que le bon de commande tombe, et donc les conditionnements derrière pour envoyer. C'est pour ça que on a un calendrier d'accompagnement. Ça nous permet du coup d'amener les personnes vers cette connaissance de la labellisation, mettre en place, quand ça n'est pas le cas, les choses qui permettent d'être en transparence à la fois sur les décisions qui sont déployées, sur les fournitures, les lieux de fourniture, où est-ce qu'on achète ces graines, quelles sont ces graines, ces semences, les plants, on les prend où, quels sont les champs, qu'est-ce qu'on met en place pour respecter l'environnement. Voilà, on peut accompagner sur qu'est-ce qui peut permettre de lire cette chose-là pour pouvoir que quand un externe arrivera pour évaluer, qu'on soit dans les clous. Donc, ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Et ça peut, dans certains cas, bousculer vos pratiques agricoles,
Dans d'autres cas, c'est déjà ce que vous faites et donc ça n'a plus besoin il n'y a plus besoin de bousculer quoi que ce soit. Il y a juste besoin de se couler dedans et de mettre en mots et de le mettre en outil pour que ce soit clair et que ça puisse être versé dans les dossiers. En général, c'est beaucoup de questionnaires à remplir, mais quand on a la tête claire dans ce qu'on fait, on sait dire ce qu'on fait. Quand on ne sait pas dire, c'est là où arrive un accompagnement. Alors, nous avons un groupe. Moi, j'anime au sein d'Artisans du Monde un groupe de travail sur la filialisation des nouveaux produits. Voilà. Parce que, en fait, les produits, ce que nous on appelle nouveaux produits, c'est pas que le produit n'existe pas sur le marché. C'est qu'il existe sur le marché, mais il y a toujours un besoin, mais il y a toujours les mêmes qui fournissent et que les autres producteurs à côté ne peuvent pas rentrer sur le marché. Alors nous, on va rentrer ces personnes en label, c'est la nouvelle filialisation, de manière à ce que ces produits, finalement, puissent venir grossir le nombre de produits sur le commerce équitable et répondre ainsi à un besoin. Donc, moi, j'anime ce truc-là par différents ateliers et différents accompagnements qui permettent, du coup, in fine, de faire soit une labellisation d'un niveau faible pour les productions directes, des niveaux faibles aussi si on produit pour le transformer tout de suite, mais d'un niveau moyen si on va transformer sur le territoire même, ou d'un niveau fort si on va faire de l'importation. Donc, ça demande d'avoir des outils bien précis à chaque fois pour que l'on ne soit pas retoqué lorsqu'il y a l'expert extérieur qui vient. Donc, vous aurez compris, je suis à la fin à la fin de notre présentation, en vous remerciant d'avoir pris le temps de l'écoute.